Monsieur le maire, vous avez déclaré, je cite, « assumer totalement la responsabilité de la démarche ayant conduit au catalogue des pistes d'évolution ». Alors vous avez déclaré en d'autres circonstances ne pas être un shérif, en l'occurrence vous vous transformez en cost killer. Ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas la bonne méthode. Vous avez commencé subrepticement à rogner sur les services aux familles, à l'enfance, à l'éducation. Nous nous y sommes opposés. Vous allez continuer votre grignotage, votre coupage de poire en deux. Et demain, ce sera la fiscalité. Vous avez déjà refusé de neutraliser l'évolution des bases, ce qui aurait permis de stabiliser la charge des impôts sur les entreprises et sur les ménages. Oui, à Brest, les impôts et les taxes augmentent. Nous refusons cette aggravation. C'est pourquoi nous votons contre vos budgets. Alors vous voudriez faire croire qu'il s'agirait d'une fatalité à laquelle seuls des pouvoirs magiques pourraient s'opposer. Et vous n'êtes pas prestidigitateur, avez-vous déclaré. Certes, plutôt apprenti sorcier. Je ne pense pas à Harry Potter, mais au Mickey de Fantasia, étourdi par la danse endiablée des sauts et des ballets, impuissant devant les débordements qu'il a provoqués et auxquels il ne sait pas faire face. Je vous remercie de votre attention. Vous avez fini? Je vous remercie. Merci. Je vous remercie, monsieur le maire, mes chers collègues, de votre attention. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Madame Legault. Monsieur le maire, chers collègues, alors Madame Malgar vient d'en parler, alors dans des termes que je ne reprendrai pas, mais un document de travail, effectivement, présentant plus d'une centaine de pistes budgétaires qu'on peut qualifier d'austéritaires, a été récemment dévoilé. Alors on revient sur le contexte tel qu'il a été présenté par vous-même et puis par certains de vos adjoints dans la presse. Il s'agirait d'une commande faite par le DGS au cadre, et c'est d'ailleurs conforté par plusieurs témoignages. C'est donc une demande qui dépend directement de votre autorité. Le contenu particulièrement austéritaire de ce budget a été de façon assez peu élégante placé sur le dos des fonctionnaires, puisque vous nous dites qu'il leur a été demandé de se lâcher, comme si les fonctionnaires dont on connaît par ailleurs l'attachement au service public dans cette collectivité, lorsqu'ils se lâchaient, devenaient subitement de droite, à tel point qu'ils en attaquaient leur propre poste en proposant des réductions en ressources humaines ou autres attaques de leurs propres acquis sociaux. Je pense que cela est tout à fait douteux. On peut aussi s'étonner que dans les explications exprimées dans la presse, nous avons eu plusieurs niveaux de réponse de la part notamment de certains partis de votre majorité. On nous a dit d'un côté, rien de tout cela ne se fera, et d'un autre côté, dans les mêmes interviews, de toute façon, nous sommes opposés à certaines de ces mesures. On ne sait plus très bien si c'est bien tout l'ensemble qui ne doit pas se faire, ou bien s'il y a des négociations et si certaines mesures ont bien été repoussées par les minoritaires de la majorité. Alors, au-delà de ces explications qui viennent de vous-même et de vos adjoints, il ne faut absolument pas tomber dans le piège qui est ici tendu de la défense de telle ou telle ligne budgétaire, de telle ou telle politique. Et en effet, ce serait reconnaître que l'austérité serait acceptable dans une certaine mesure. Or, nous l'avons tous dénoncé. Lorsque cette austérité s'est abattue sur certains pays d'Europe par la voie de la Troïka. Ici même, je pense qu'on peut retrouver les interventions des uns et des autres. Nous avons tous dénoncé le sort fait à la Grèce, le sort fait à l'Espagne, et nous avons pointé du doigt la responsabilité de ceux qui prenaient l'austérité dans ces circonstances. Nous avons également dénoncé cette politique austéritaire lorsqu'elle nous est tombée dessus, proposée d'abord par M. Sarkozy, puis par M. Hollande, dont vous avez très récemment encore fait pourtant vanter les mérites dans la presse. Lorsque ces mesures d'austérité nous ont été imposées, elles ont soulevé ici de l'indignation et beaucoup de discours. Alors pourquoi ? Lorsque nous nous retrouvons confrontés à éventuellement une baisse des dotations budgétaires, mais également à une fuite de notre population, pourquoi est-ce que là, l'austérité deviendrait acceptable dans certains domaines? Pourquoi est-ce que là, l'austérité deviendrait entendable? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait admettre qu'ayant moins d'argent, il faudrait tout simplement faire moins pour la population?
Alors, on retrouve là, bien sûr, les bases du discours national des socialistes, avec le gouvernement de Hollande qui réduisait d'une main les aides sociales et qui, de l'autre côté, encourageait les entreprises à créer soi-disant des emplois en les gavant avec le CICE. Étant donné que vous avez dit dans la presse que vous souhaitiez faire ce que vous pouviez tout en maintenant quelques mesures sociales mais en favorisant l'emploi, on peut tout à fait craindre que vous vous engagiez sur la même voie que celle du Parti socialiste au national. Alors, les pistes pour trouver un autre budget, bien sûr, elles existent. Le rapport de la Cour des comptes, que nous allons étudier tout à l'heure concernant Brestem, signale par exemple que les collectivités fournissent trop de subventions d'équilibre aux délégataires. Elle signale également le fait que les redevances ne seraient pas payées par les délégataires aux collectivités. Il y a là très certainement moyen de réfléchir à des pistes pour améliorer les finances de la ville par rapport à celles qui ont été proposées dans le document austéritaire. Enfin, je ne fais absolument aucune illusion, monsieur le maire ou chers collègues, je sais bien que ce ne sont pas mes propos ici qui vont vous faire vous rendre compte que les pistes proposées dans ce plan sont totalement inacceptables, vous le savez tous très bien, et notamment, je pense au parti de gauche, BNC, je pense au Parti communiste, je pense à ELV qui, au niveau national, dénoncent tout ce type de propositions lorsqu'elles sont faites à d'autres échelons. Par contre, je pense que si Brest veut pouvoir lutter contre ce plan, il va falloir qu'il y ait énormément de solidarité auprès de la part des associations, des structures, des habitants. Ça ne peut pas se faire au coup par coup, ça ne doit surtout pas être une défense ligne par ligne. Il y a vraiment nécessité à ce qu'il y ait une union de tous ceux qui sont concernés par des potentielles mesures d'austérité et pour voir ça dans le plan global et non pas une défense de chacun pour soi. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole ? Oui, Roland Pichou. Oui, merci, monsieur le maire. Juste pour rester un tout petit peu dans ces thématiques, c'est vrai que face aux baisses successives que l'État nous impose dans notre budget, puisque la dotation de l'État nous est imposée, donc on est quand même obligé à un moment donné de trouver les moyens de faire des économies. On peut appeler ça de l'austérité si on veut, mais on est obligé de prendre en compte ces réalités budgétaires, mais en gardant à l'esprit que les économies ne seront réalisables et acceptables que si nous sommes capables collectivement de réinventer les rapports de la collectivité avec le territoire et les habitants. C'est-à-dire qu'on doit avoir pour objectif clair de continuer à offrir un service public de qualité, parce que par exemple, on peut dénoncer le fait que dans les documents qui ont été mis à connaissance du public, il y a beaucoup de mesures qui touchent à des actions sociales, mais c'est normal puisque c'est ce que nous finançons. On ne peut pas faire d'économie sur ce qu'on ne finance pas. Par exemple, on ne peut pas arrêter un programme de télésurveillance globalisée de la ville, on ne peut pas arrêter une police municipale qui n'existe pas non plus, mais qui avait été proposée par d'autres aux élections précédentes. Donc on ne peut chercher à s'interroger que sur ce qu'on fait. Donc effectivement, il est logique que les interrogations, les questionnements portent aussi sur des politiques à caractère social ou solidaire, puisque c'est celle que nous menons. Nous devons donc pouvoir maintenir un service public solidaire, capable d'aider les populations les plus fragiles et les associations dans leur application à la vie brestoise. Pour réussir ce défi, nous devons donc réinterroger notre action collective, ainsi que la manière dont elle est conduite, sans s'interdire certaines questions, même si elles fâchent. C'est dans ce contexte que nous nous sommes emparés, que nous, Europe Écologie Les Verts, nous nous sommes emparés du document de travail dont on a tant parlé. Ce document n'est pas un plan secret d'austérité dont l'application prochaine est prévue et inéluctable, mais un élément qui participe à notre réflexion. Que les fiches proposées suscitent appréhension, incompréhension et crainte, nous comprenons. Le contexte sociétal est tellement peu sécurisant. Mais nous, élus EELV, affirmons notre volonté de maintien et de développement des politiques publiques pour le bien de tous et de toutes. Notre travail en tant qu'élus est de travailler collectivement pour que nous puissions continuer à porter les politiques et les valeurs qui nous ont valu d'être élus en 2014. Notre travail en tant qu'élus EELV est d'alimenter la réflexion collective et certainement pas de rejeter en bloc l'ensemble des pistes proposées tout en affirmant que certaines des pistes, sont malheureusement inacceptables. Notre travail en tant qu'élu EELV est aussi d'élaborer des contre-propositions et de proposer de nouvelles pistes adaptées à leur contexte et aux besoins des Brestoises et des Brestoises.
Nous allons citer quelques-unes. Nous proposons par exemple, comme nouvelle piste, la mise en place d'un bureau des temps. L'objectif du bureau des temps est d'offrir un espace de dialogue, de concertation et d'élaboration possible de solutions plus satisfaisantes dans les rapports qu'entretient une collectivité avec son territoire et ses habitants. On peut citer par exemple le bureau des temps de l'agglomération de Montpellier qui a permis d'adapter les horaires des activités sportives et culturelles au rythme de vie de ses usagers. Libre accès, ouverture entre midi et 2, en soirée, aux horaires atypiques, aux familles, aux jeunes et aux seniors. Ainsi, le bureau des temps permet une meilleure adéquation horaire avec les besoins des usagers et une réduction de la distance entre les services et les usagers via cet espace de dialogue, de concertation et d'élaboration possible de solutions. En ce qui concerne plus spécifiquement les agents de la collectivité, nous souhaitons encourager le télétravail et proposons la mise en place d'heures de volontariat dédiées aux associations locales par les agents de la collectivité afin de réduire la distance entre les professionnels de la collectivité et les associations. Nous proposons aussi d'améliorer la circulation des informations au sein de la collectivité, de réduire la longueur des chaînes de décision afin de diminuer l'épaisseur hiérarchique pour la mise en place d'un projet. Nous souhaitons soutenir les initiatives locales à travers un fonds local d'investissement afin d'encourager la participation citoyenne, développer les innovations et les entreprises innovantes et de renforcer l'attractivité de notre territoire. Et enfin, nous proposons la mise en place d'une réduction du temps de travail dans la collectivité afin d'augmenter la qualité de vie de nos agents et leur productivité. La collectivité était déjà en avance avec la mise en place des 35 heures. Moins de temps de travail donne la possibilité de se former, de s'adapter à un marché du travail en pleine mutation. Ça permet aussi d'avoir des activités indépendantes choisies. Le partage du temps de travail, c'est aussi réconcilier les personnes dans l'emploi et celles hors de l'emploi, et cela crée de la solidarité. Face au travail en cours, il est grand temps de débattre et d'arrêter de spéculer sur des pistes ou de faire de la démagogie comme le font les groupes d'opposition. Laisser croire par des prises de parole plus ambiguës que de ne pas faire le téléphérique pourrait ramener des dizaines de millions dans les caisses de la ville et de la métropole est par exemple totalement inexact. Au travers de nos propositions et notre travail, nous nous inscrivons donc en totale contradiction avec la politique d'austérité proposée par la droite, prévoyant un plan d'économie de 100 milliards et l'allongement du temps de travail. Imaginons les conséquences pour les collectivités locales et les services publics après 2017. En guise de conclusion, nous rappelons que l'appréciation sur le travail d'un élu ne peut se faire que sur les arbitrages qu'il ou elle rend, les positions qu'il ou elle défend, et non pas sur les éléments qui viennent alimenter les prémices de sa réflexion. Je vous remercie. Merci. Qui a demandé la parole? Jacqueline Derek. Monsieur le maire, chers collègues, puisque la majorité est interpellée, le groupe des élus communistes souhaite prendre la parole. Les perspectives financières de nos deux collectivités sont constamment au cœur de nos réflexions politiques en tant qu'élus communistes de la ville et de la métropole. Des pistes de réflexion ont émané des services. Pourtant, elles ne constituent en rien des choix politiques entérinés par notre majorité dans son ensemble et sa diversité. Soyons très clairs là-dessus. Il n'y aura, n'en doutons pas, un certain nombre de fiches qui ne seront pas retenues. Rien n'est encore arrêté. La majorité travaille sur le sujet. Mais n'oublions pas qui est le véritable responsable de ces restrictions budgétaires. Alors qu'il a versé des milliards d'euros via le CICE et le pacte de responsabilité aux entreprises, le gouvernement fait peser massivement sur les collectivités locales le redressement des comptes publics de l'État. Ce choix politique a bien sûr un impact lourd sur les budgets de nos collectivités. Sur la période 2013 à 2017, cela représente près de 36 millions d'euros en moins pour la ville et la métropole. C'est donc une véritable saignée que subissent nos collectivités. Les élus communistes n'ont de cesse de la dénoncer. Pour autant, nous sommes des élus locaux en responsabilité. Nous sommes donc tenus de prendre en compte cette réalité budgétaire qui s'impose à nous. Néanmoins, comment imaginer revoir à la baisse les budgets des politiques sociales quand on connaît leur véritable rôle d'amortisseur d'inégalités dans la période actuelle? Pour maintenir notre ambition dans ce domaine, les élus communistes proposent des pistes de recettes fiscales. Une taxation sur les logements vacants, une augmentation de la taxe de séjour sur les catégories d'hôtellerie 3 et 4 étoiles. En effet, nous estimons que ces recettes à plusieurs milliers d'euros par an. Cela contribuerait à préserver nos dispositifs sociaux et pourquoi pas à en développer d'autres. Nous souhaitons que soit respecté l'engagement pris dans notre programme municipal, la modération des impôts locaux. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Patrick Capéré, sur le sujet? Oui, sur le sujet, monsieur le maire. Oui, pour dire un peu notre manière de regarder
la situation à la fois nationale et internationale, puisque ces questions à la fois de la dette viennent de décisions européennes que nous avons, pour notre part, au moins largement condamnées en son temps, et notamment cette idée des fameux 3%. D'autre part, nous avons eu de cesse au moins de condamner l'ensemble des dispositions qui ont été prises par ce gouvernement et qui venaient sans arrêt bousculer les financements des territoires, à la fois le gel des dotations, puis est apparu derrière la succession des DGF qui n'a cessé de baisser. Résultat, on est à chaque fois dans une situation qui est un peu difficile, à un moment quand même où il me semble entendre partout que la première question est la question de l'emploi, que sur cette question de l'emploi, les effets leviers de l'ensemble des territoires sont des leviers importants, qu'ils soient départemental, régional ou ici communal, et que notre responsabilité de développer de l'emploi et de permettre à un territoire de vivre harmonieusement dépend beaucoup de nos politiques et donc des moyens de les mettre en œuvre. Et de ce point de vue, chaque budget a été pour nous l'occasion de rappeler qu'à chaque fois qu'on en retire, on ne répond pas à la question essentielle qui est la question du plein emploi et du vivre ensemble. Donc de ce point de vue, effectivement, on est plutôt clair à la manœuvre. Ensuite, on a un projet qu'on a construit ensemble. C'est le sens de notre engagement, ici tous, qu'on a pris devant les Brestois, avec toute une série de propositions que nous avons faites. Nous y travaillons à ce moment-là à partir des financements qui nous étaient dédiés. Les choses évoluent. Il s'agit pour nous, enfin pour l'autre gauche BNC, de continuer à travailler sur la base de ce projet en essayant de construire un service public de qualité en capacité de répondre aux attentes à la fois des populations en proximité, mais également d'être en capacité de répondre à la fois à un territoire qui a besoin de continuer de se rapprocher des centres de décision ou de les faire venir, et donc de développer de l'emploi, et enfin avoir un territoire qui est capable d'être un territoire comme on le connaît bien et qu'on l'aime bien, c'est-à-dire un territoire qui fait du vivre ensemble un élément majeur de son attractivité. D'autre part, je tiens à le dire, c'est vraiment très important, on peut se dire c'est 50 milliards, quand on regarde le programme à Fillon, moi j'ai entendu, cette opposition, elle n'a de cesse de dire vive Fillon, ça là c'est 100 milliards. Là c'est déjà 50 milliards et on a dit non, mais là c'est 100 milliards. Alors moi je veux bien qu'on dise il faut continuer de mener des politiques municipales, mais à partir du projet qu'ils vont défendre sur les présidentielles, j'ai bien peur que, hélas, ça soit encore un drame, à la fois pour le service public en direction des populations, mais également, puisque derrière ces 50 milliards se rajoute bien entendu un abaissement à nouveau des emplois de fonctionnaires. Alors l'emploi, sauf que dès qu'on est devant les responsabilités, la première chose qu'on fait, c'est d'en supprimer au niveau de la fonction publique. Donc c'est certainement pas un message qui est compris de la part de la population. En conséquence de quoi, et en plus visé quand même, puisqu'on est ici à la mairie de Brest et à côté d'une métropole, et en plus sont visés de façon très claire par des projets des présidentielles et de Fillon, les personnels territoriaux. Il est bien clair là-dessus, c'est là que ça va saigner. Donc je vous le dis, monsieur le maire, on continue pour notre part à tenir le cap sur les propositions que nous avons faites. On souhaite ce service public de proximité et de qualité, et derrière on continuera pour notre part d'assumer nos responsabilités pour faire en sorte que Brest se développe. Effectivement, on espère plus de moyens, des moyens mieux employés et des politiques qui se développent de façon positive, comme on a, il me semble, sur ces 20 dernières années su le faire, y compris avec des gens qui nous disent aujourd'hui que c'était pas bien alors qu'ils participaient à l'œuvre. Voilà, merci. Merci. D'autres oui, Anne-Marie Kerber. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je ne vais pas rajouter à ces commentaires que j'approuve largement. En revanche, je voudrais rappeler quand même que les politiques d'austérité ont généralement pour conséquence d'accentuer les inégalités sociales. Et donc tout l'enjeu pour nous, je crois, est de concilier deux choses. Le principe de réalité, si nous voulons avoir une attitude responsable, et en même temps le périmètre de service public. Le périmètre de service public auquel nous nous sommes engagés pendant ces élections, ce périmètre de service public dont on a coutume de dire qu'il est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et ça c'est quelque chose sur lequel nous avons le devoir, je crois, d'être intransigeants.
Merci. D'autres demandes de parole? Bernadette Tabivin. Oui, monsieur le maire, beaucoup de choses ont déjà été dites par nos collègues de la majorité. Je pense qu'il y a déjà une chose, c'est que l'austérité ici, ce n'est pas le sujet. On est dans une situation où notre budget, où les finances de la ville sont saines, parce que l'on a su poser des choix depuis très très longtemps. Et ce budget, même s'il est difficile à construire et de plus en plus difficile à construire d'année en année, eh bien, il nous permet aujourd'hui de répondre à beaucoup d'enjeux du service public. La question que l'on se pose, la question que l'on doit tous se poser aujourd'hui, c'est quels sont pour demain les enjeux du service public sur notre territoire. Est-ce qu'il s'agit de continuer de faire demain comme on le faisait il y a parfois 10 ans, 15 ans ou 20 ans? Est-ce qu'il s'agit de faire évoluer le service public pour être bien en phase avec les besoins de ce territoire et de ses habitants? Bien entendu, c'est cette deuxième approche qui est la nôtre et que nous mettons en œuvre régulièrement. Les choses évoluent. Aujourd'hui, le contexte, notamment financier des collectivités, nous oblige à réinterroger l'ensemble de nos actions. Se réinterroger, ce n'est pas répondre « on ne fait plus », ce n'est pas répondre « on fait plus », c'est préparer collectivement, sereinement, les évolutions de notre service public local pour que celui-ci soit toujours un élément moteur du développement de notre territoire. Pour cela, depuis plusieurs mois, nous avons entamé à la ville et à la métropole une réflexion prospective sur le niveau du service public local dans un contexte de baisse des dotations de l'État et d'incertitude financière nationale pour les années à venir. Contexte financier devenu extrêmement complexe et qui s'impose à toutes les collectivités. Il est de notre responsabilité de réinterroger l'ensemble des politiques publiques au regard des engagements que nous avons pris devant les électeurs en 2014 et des priorités que nous donnons à l'emploi et aux solidarités. Le document dont il est question regroupe des propositions de pistes d'évolution. Il constitue, pour les élus que nous sommes, un des outils de la réflexion et d'aide à la décision. Ce travail a été transmis aux élus des exécutifs de la ville et de la métropole, aux maires des communes de la métropole, ainsi qu'aux partenaires sociaux. La réflexion est en cours. Elle se poursuivra par la détermination par les élus des pistes qu'ils souhaiteront voir étudiées. Notre démarche est une démarche anticipée, responsable et collective. Elle s'inscrit dans la durée et associera le moment venu les acteurs du territoire. Merci. Pour compléter ce que Bernadette Tabivin vient de dire, juste quelques éléments. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ce que j'ai dit notamment à la presse, lors du point de presse que j'ai eu l'occasion de faire. Ce que j'ai dit, c'est que si rien ne bouge, toute chose égale par ailleurs, comme disent les technocrates, eh bien, nous irons à horizon de 2021 dans le mur, c'est-à-dire avec un autofinancement négatif, ce qui est interdit par la loi. Pourquoi? Première raison, des recettes qui baissent. Des recettes qui baissent depuis 2013 jusqu'à maintenant, c'est sur la ville en cumulé moins 6,8, 7 pour arrondir, millions d'euros. Moins 7 millions d'euros. Voilà, le DGF. Alors, je n'ai pas entendu dans le programme des candidats de droite, il en reste un, qu'il était prévu d'augmenter la DGF dans les budgets qui viennent. Monsieur Fillon, que la Malle-d'Or soutient depuis 3 jours et demi, n'a pas prévu, à ma connaissance, un peu plus, allez, une semaine, n'a pas prévu d'augmenter la DGF. Et d'ailleurs, la baisse de la DGF qui était programmée résultait d'un accord qui était passé entre M. Barron, à l'époque ministre du Budget, et la Commission européenne, sur la baisse, sur le retour à l'équilibre pour le budget de l'État, et sur la baisse notamment des dotations de l'État. Les dotations de l'État, je vous dis là, c'est plus de 50 milliards d'euros. Et on était en 2011. En 2011. Voilà. Bon, en tout cas, la DGF, pour des raisons que chacun comprend ou pas,
baissent, et ce n'est pas spécifique à Brest. Et puis deuxièmement, des dépenses qui augmentent mécaniquement. Si rien ne bouge, toutes choses égales par ailleurs. Et notamment les dépenses de personnel qui pèsent à peu près la moitié de notre budget de fonctionnement. Et donc, mécaniquement, si on ne fait rien, sauf à augmenter les impôts, ce que nous n'avons pas fait ici. Je rappelle que, Bernadette Tabirin va compléter, nous avons baissé les taux des impôts ici. La droite d'ailleurs a voté contre. Une année, on a baissé le taux des impôts. Si, vous étiez élu, madame, un peu de mémoire. Mais bien, on y a exactement. Voilà, donc nous arriverions à un autofinancement négatif, c'est-à-dire à une incapacité à investir. Et investir, contrairement à ce que la droite nous serine tous les jours, c'est pas uniquement faire des équipements neufs, c'est aussi entretenir notre patrimoine. Y compris pour faire des économies, je pense notamment à tout ce qui est énergétique. Voilà. Et donc, face à cette situation qui nous amène en 2021, j'aurais pu dire après moi le déluge. Après moi le déluge. Je ne le fais pas. Je prends mon courage. J'assume. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai demandé à l'administration, à être directeur général, de produire un document en disant il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Vous y allez, et puis on fera le tri. On y est. Ce document qui a été fait avant l'été a été communiqué au groupe de la majorité, aux maires de la métropole et aux organisations syndicales. Et ce qui m'a étonné dans cette affaire, c'est pas tant que ça atterrisse un jour sur le bureau de la presse, c'est que ça a mis autant de temps à atterrir sur le bureau de la presse quand vous distribuez 50 exemplaires. Fatalement, il y a un qui finit par, oui c'est normal, c'est la vie, voilà. Je ne vais pas chercher à savoir qui, ça ne m'intéresse pas. On avait deux hypothèses. Soit le coup de rabot uniforme, ça veut dire on doit faire X millions d'économies, on dit c'est moins, allez, 0,3% ou 3% pour tout le monde. C'est pas une bonne politique. Deuxième hypothèse, eh bien on réfléchit, on met les choses à plat, étant entendu, je ne vais pas faire ici un cours de droit administratif, qu'une des caractéristiques du service public dit à la française, c'est son évolutivité, son adaptation. Voilà, et donc ce document, avec un certain nombre de fiches, pas complète d'ailleurs. Est-ce qu'il faut faire les fêtes maritimes de 2020? Je pourrais très bien dire, excusez-moi, les élus de mars 2020 décideront s'il faut faire les fêtes maritimes de juillet 2020. Ils auront le temps de faire une petite kermesse de quartier. Voilà, question que je pose. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il faut ou pas faire les fêtes maritimes de Brest 2020? Je prends mes responsabilités. C'est un document d'aide à la décision, avec une démarche en 3 temps. Premier temps, on y est. Est-ce que la fiche est discutable? Voilà. Pas forcément. C'est l'appréhension. On discute, on regarde. Est-ce que cette fiche qui est proposée par les services est ou pas discutable? Deuxième temps, est-ce que si elle est discutable, est-ce qu'elle est discutée? C'est le temps de la décision. On n'y est pas. On n'y est pas parce que c'est pas pour le budget 2017 que ces fiches ont été faites. C'est pour après. Et puis troisième temps, après, comment on les met en œuvre? Quelles modalités de discussion, y compris avec les partenaires sociaux, y compris avec le secteur associatif, pour aboutir à la validation finale. Voilà. Et je pense que cette politique, c'est pas qu'à Brest qu'elle se passe, c'est partout, dans toutes les collectivités territoriales. Ça se passe comme ça. Et sans faire de mal à certains ici, je vous demande de faire un petit tour en arrière. Le Monde du 28 septembre 2016. Le Monde. Alors certains diront, c'est pas un bon journal, c'est quand même un petit journal de référence. Pour la 3e fois, le conseil municipal s'est tenu sous protection judiciaire. Le maire de la ville, je ne vous dirai pas où est cette ville, se voit reprocher certains choix budgétaires. Pour la 3e fois depuis juillet, les policiers ont été appelés en renfort lundi 26 septembre devant l'entrée de la mairie, etc., etc. Monsieur le maire, c'est le militant sud qui le dit, monsieur le maire se fout de la démocratie, ce qui compte pour lui, c'est la gestion totale. En cause, un plan de sauvetage des services publics municipaux. Diminution des subventions aux associations, augmentation des tarifs de stationnement, mais aussi des piscines, baisse des effectifs municipaux avec le non-remplacement de près de 150 agents sur 4000 et surtout fermeture de 3 bibliothèques, dont 2 dans des quartiers sensibles. Pour l'heure, la majorité tient. On n'est pas à Brest, elle tient aussi. Élisa Martin, une proche de Jean-Luc Mélenchon, est même en première ligne pour défendre ce que le parti de gauche condamne au niveau national. En interne, le plan de sauvegarde a pourtant fait 2 victimes au parti de gauche, les co-secrétaires départementaux. En juin, ils ont appelé à un moratoire sur ces mesures. Un mois plus tard, le national a mis sous tutelle le comité de l'Isère. Voilà, on est à Grenoble.
Bien, pas d'autres demandes de parole, propose Madame Le Gouy. Juste, il y a des choses qui m'étonnent dans tout ce qui vient d'être dit. D'abord, je tiens à préciser que pour avoir lu et épluché les 100 et quelques propositions, il y en a plus d'un tiers qui étaient indiquées comme étant des propositions pour le budget 2017. Donc, quand on dit que c'est à moyen terme, c'est pas tout à fait juste, ou en tout cas, c'est pas ce qui est écrit dans ces fiches. Et ensuite, je me demande à entendre surtout Madame Abiva. On sent bien le côté, c'est pas que faire moins, c'est faire différemment. Là encore, pour avoir lu l'ensemble de ces fiches, j'ai l'impression qu'il manque le document propositions alternatives, propositions différentes mais positives. Dans les textes qui nous ont été communiqués et qui sont sortis dans la presse, il n'y a que du moins, il n'y a absolument pas dû faire autrement. Je comprends rien de ce que Madame Le Gouy raconte. Enfin, au moins, elle s'intéresse aux dossiers municipaux, c'est un scoop. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Il n'y en a pas. Madame Maldan, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Je ne vous ai pas vu lever le doigt. Bien, merci Monsieur le maire. Donc, dans les propos que vous avez tenus, je dirais que vous avez un peu aggravé votre cas. Parce que je vous indiquais que les données exogènes, bien sûr, ne dépendant pas de Brest, qui conditionnaient l'équilibre de nos finances, on les connaissait depuis, j'avais pris, parce que c'est une réunion relativement officielle quand même, le comité des finances locales du 27 septembre 2012. Vous prévoyez non pas la diminution, mais la stabilisation de la DGF. Qui prévoyait... J'y siège. J'ai regardé le compte-rendu, figurez-vous, avant de prendre le risque de m'exprimer ici. Et effectivement... Ah bah exactement. Ah parce qu'il faut avoir le droit de parler ici quand même. Hein, voilà. Bon. Trêve de plaisanterie. J'ai donc vérifié. Il était indiqué effectivement qu'on annonçait la poursuite du gel et l'annonce pour l'année suivante de la diminution sur un plan triennal. Voilà. Et effectivement, vous venez de nous indiquer que de vos conversations avec M. Barouin, vous le saviez déjà un an avant. Ah ben très bien. Donc, au moment de faire votre plan, votre programme municipal, en 2013 ou début 2014 pour le bouclage, tout ceci était parfaitement connu. Donc, alors que vous vous en rendiez compte maintenant, soit dont acte, mais pourquoi n'avez-vous pas bâti votre programme municipal en intégrant une donnée structurelle forte qui était connue de tous dès 2012, disons, 2013 même, peu importe. C'est ça. Et donc, en fonction de ça, on aurait pu, vous auriez dû bâtir un autre schéma de priorité, un autre schéma de plan d'investissement. Et je voulais simplement indiquer tout à l'heure que nous avions fait cette analyse avec des perspectives de baisse de dotation telles qu'elles se profilaient, qui nous paraissaient effectivement inéluctables, et que c'est en fonction de ça que nous récusons votre méthode. Vous dites que c'est pas du rabot, mais c'est quand même, c'est du cost killing, ça se pratique dans les entreprises et vous faites exactement la même chose, ce qui est différent d'une remise en cause des priorités politiques et de la méthode de gestion. Donc nous ne sommes pas d'accord avec la méthode, ça, c'est bien. Et nous ne rentrerons pas dans le détail des fiches, etc. Par ailleurs, la méthode est quand même un petit peu critiquable. Vous avez donc, vous venez de nous dire que vous aviez en fait cherché la fuite en le donnant à 50 personnes. Bon, ça n'a pas marché assez vite. Bon, ça a fini par marcher quand même. C'est donc parmi les deux hypothèses, celle du ballon d'essai que vous avez joué. Eh bien, écoutez, le ballon d'essai sera un ballon crevé. Bien, pas d'autres demandes de parole. Je propose d'arrêter là ce propos introductif. On va passer